Devenir ethical hacker, pour la plupart des personnes, cela semble être compliqué. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Samuel Godemer, ethical hacker lui-même, qui va nous partager quelles sont les compétences à avoir et quels sont les différents salaires dans ce secteur. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc si cela t'intéresse, te passionne, t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit, n'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Sans plus tarder, on va commencer l'interview sur Hey Cyber Show. Bonjour Samuel, comment allez-vous? Bonjour, très très bien et toi? Je vais très bien, merci. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Honnêtement, je m'y attendais pas. Voilà. Ok, Donc, avec plaisir. aujourd'hui, on va parler de hacking, comment devenir ethical hacker, vu que Ouais, tu es dans le domaine. Donc, du coup, tu vas nous expliquer un peu, que ce soit en termes de compétences, en termes de formation, quels sont les ouais, salaires, quelle est une journée typique d'un ethical hacker. On peut commencer si tu veux. ouais, ok, ouais. Ok. Du coup, Samuel, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Ouais, donc moi c'est Samuel Godemer, je suis ethical hacker pentester. Ok. J'ai 1 an et demi d'expérience professionnelle. Avant ça j'ai fait une école d'ingénieur. Et encore avant à débuter informatique. Et, j'ai commencé l'informatique assez tôt, vers 13 ans à peu près, où j'ai commencé à programmer. Donc ça remonte un peu. Et voilà, et en ce moment, je suis donc ethical hacker, ouais, pentester dans une boîte à Paris. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à t'orienter dans ce domaine-là? Donc j'ai commencé donc ouais assez tôt à programmer, à faire de la programmation sur Open Classroom, ce genre de site. Oui. Il y a beaucoup de gens qui avaient commencé à programmer avec ce site-là à l'époque. Donc c'était vers 2013-2014. Et donc très vite, j'étais passionné par ça, le fait de pouvoir programmer, de pouvoir faire des trucs à un ordinateur, pouvoir faire des sites web, pouvoir se lancer des projets et tout, c'était assez cool. Et très vite, ça s'est orienté un petit peu vers les pratiques un peu de cybersécurité. Genre, je me demandais enfin, je sais plus comment je suis tombé dessus, mais comment on pouvait récupérer la base de données d'un site web, comment on pouvait créer un faux site pour arnaquer, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait la mode un petit peu de comment pirater un compte Facebook, ce genre de trucs. Oui. Et en fait, il y avait beaucoup d'arnaques, beaucoup de beaucoup de trucs un petit peu voilà, sur YouTube pour impressionner et tout. Et puis il y avait des gens qui montraient comment on faisait du phishing. Oui. Ça m'avait intéressé. Je me suis dit comment on fait ça et tout. Donc je regardais, j'essayais d'apprendre comme ça et tout. Mais en fait, il y avait pas beaucoup de ressources à l'époque. En 2013, il y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Donc c'était un peu galère. Oui, Donc c'était j'imagine. ouais, il y avait RootMe, c'est sorti assez tôt. RootMe, c'est un site où on peut faire des challenges Oui. de cybersécurité Mm. et essayer d'apprendre comme ça. C'est sorti assez tôt, mais il y avait vraiment que ça quasiment quoi. Donc c'était assez dur de d'apprendre. Et donc c'est resté assez mystérieux longtemps comme ça ce domaine-là. Et c'est un domaine intéressant en fait parce il y a plein de fantasmes aussi autour des hackers, de la cybersécurité, c'est connu. Il y a Mister Robot, il y a Oui. au cinéma, il y a cette image du hacker qui est toujours Mystérieux. ouais, mystérieuse, ouais. Et donc, on a envie de la démystifier au bout d'un moment, en fait, et d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Mm. Et il se trouve qu'il y a des plateformes qui ont fait ce boulot de manière un peu académique, un peu tutoriel. En fait, il y a vraiment un moyen de devenir plus ou moins hacker, quoi, grâce à des plateformes, des formations assez accessibles et très bien foutues. Donc ça, je parle de TryHackMe, de Hack the Box, Avec des qui sont boss, ouais. vraiment des plateformes, les plateformes quoi, de l'infosec. Et je suis tombé un peu sur TryHackMe au début. Pareil, c'est un bon moyen d'apprendre au départ TryHackMe parce qu'ils te prennent vraiment par la main, ils sont vraiment orientés débutants. Mm. Et puis après Hack the Box, en faisant des chals, des box, Hack the Box Academy aussi. Mm. Et en fait, ça permet de tomber progressivement sans que tu te rendes compte dans ce milieu-là parce que c'est passionnant en fait. À chaque fois, il y a des choses à explorer. Tu te rends compte que c'est pas si mystérieux que ça, qu'il y a des tools, qu'il y a des méthodologies très précises qui existent pour faire du hacking en fonction des systèmes, en fonction des technologies que tu rencontres et tout. Donc
Ça permet en fait de démystifier le truc petit à petit et puis c'est kiffant hein, tout simplement Oui. de démystifier un domaine de ce genre-là que t'as toujours un petit peu fantasmé, que tu t'es toujours demandé comment ils faisaient. Et bah en fait c'est possible, c'est accessible et moi c'est ça qui me motive en fait, c'est de démystifier les trucs quoi. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est plus une curiosité intellectuelle qui vous a poussé à vous lancer dans ce secteur-là, quoi. Ouais, lié à l'image que Ah, j'avais et au ok. fait que j'étais passionné d'informatique à la base quoi. C'est-à-dire que je kiffais trop l'informatique. Ouais. Quand je regardais au cinéma, t'avais des mecs qui faisaient du hacking, enfin des gens qui faisaient du hacking, c'était fascinant. À un moment, j'ai vu que c'était possible d'apprendre, bah voilà, hein. C'est Ouais. on va dire que c'est tout quoi. Mais du coup, Samuel, est-ce qu'il faut être un génie de l'informatique? Justement, comme tu le dis, l'image qu'on montre du Ouais. hacking ou bien du hacker, on se dit peut-être il faut avoir un QI très élevé pour être dans le domaine. Toi qui est dans ça, qu'est-ce que tu en penses? Bah évidemment la réponse c'est pas du tout quoi. Ça c'est évident. Bah après ouais, il y a toujours un peu cette image là parce que ça dépend de ton niveau mais on va dire qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans des domaines de l'informatique où effectivement il faut être très pointu. Je pense à la cryptographie, ce genre de choses, mais c'est plus des maths. Mm. Enfin, voilà. Mais sinon, non, en fait, faut pas du tout être particulièrement un génie. En fait, il y a une méthodologie assez précise. Même, j'irais même jusqu'à dire que tu peux commencer à te lancer dans le hacking en connaissant vraiment quasi rien à l'informatique, hein. D'accord. Faut apprendre deux trois bases et puis voilà après ça part vite et tu apprendras sur le tas pendant que tu apprends le hacking genre par exemple tu connais rien à l'informatique, tu te mets sur Hack the Box Academy, tu commences les cours, à chaque fois que tu vois un concept que tu connais pas, un langage de programmation que tu connais pas ou quoi, tu creuses un peu genre même ça suffit pas enfin ça suffit de creuser en surface, on va dire le Python, il y a pas besoin d'être expert Python, juste apprends le Python, c'est un langage de programmation qui permet de faire des scripts assez rapidement Mm. et puis ça suffit. Et c'est un peu ça pour tout. Tu fais tous les modules avec The Box Academy, tu essaies de pratiquer en faisant des labs, en faisant des machines, en essayant de faire des exercices que la plateforme propose pour s'entraîner. Et puis petit à petit, en fait, tu vas devenir de plus en plus fort. Et puis à un moment, tu vas avoir un bon niveau, quoi. En fait, il y a vraiment maintenant, c'est ce que je disais, c'est qu'avant, effectivement, il fallait vraiment chercher pour avoir la connaissance. Maintenant, elle est super accessible pour tout le monde. Donc c'est plus pareil et il y a vraiment un aspect très tutoriel et tout Mm. qui est super bien fait pédagogiquement, c'est vraiment des sites qui proposent des trucs super donc non il y a absolument pas besoin d'être un génie ni de connaître l'informatique en fait pour commencer à se lancer dans le hacking. Justement, pour rebondir sur ça, est-ce qu'il faut pas avoir des compétences de base? Voilà, ça veut dire qu'il faut pas avoir des notions de programmation, comme vous l'avez dit, ou bien encore des notions, je sais pas, de sécurité réseau, tout ça, Ouais. avant de connaître réellement le monde du ethical hacking. Bah avant de se lancer, je pense que non, il faut vraiment aucun prérequis. Les plateformes, en fait, les plateformes d'apprentissage comme Xbox te prennent comme ça, comme quelqu'un qui connaît pas, qui connaît rien en fait. Hmm, Donc ils vont t'apprendre. Par exemple, si tu parles à un moment, il y aura un module sur le Python orienté un petit peu hacking et script, faire des scripts rapidement, tu vois. hmm, Et donc en fait, ils savent plus ou moins qu'il y a des gens qui se lancent et qui savent pas, et donc ils leur apprennent un petit peu les prérequis rapidement. Mais non, faut pas forcément de compétences particulières en fait. hmm. En fait, elles seront apprises évidemment que du coup, quelqu'un qui les a pas, bah, sera pas vraiment dans le monde de l'éthique à hacking directement quoi. Mais il pourra les apprendre en fait très rapidement, c'est ça que je veux dire, et très vite il aura un petit peu un aperçu de ce qu'on peut faire à différents niveaux en fait. Hmm. C'est ça aussi, c'est que dans ce monde-là, il y a il y a vraiment un système de niveau un peu. Genre il y a les débutants, Oui. il y a les confirmés, il y a les seniors, il y a vraiment de plein de choses. Donc en fait, tu peux être un peu avoir un aperçu un petit peu où tu fais des trucs un petit peu faciles. Hmm, Puis après tu t'améliores en fait et tu creuses des sujets, tu creuses et tu peaufines ton état d'esprit, tu vois. hmm. Du coup, Mais vous parlez, vous avez terminé, désolé, je vous ai coupé. ah oui, oui, j'ai fini, ouais. Vous parlez beaucoup de Hack the Box, qui est une plateforme déjà pour débuter dans le hacking, mais est-ce qu'il y a d'autres outils, par exemple, indispensables pour vous au quotidien? Euh, donc, en termes de documentation, il y a Hacker Recipes, c'est un site qui recense plein de techniques de hacking qu'on utilise au quotidien quand on connaît pas forcément les technologies ou quand on veut se rappeler de choses. En fait, ça fonctionne beaucoup
en cheat sheet, en feuille de triche. En gros, ce domaine-là, en fait, c'est dès que tu apprends quelque chose, tu le mets dans une petite feuille, tu vois, sur le côté, une petite note en gros. Et une fois que tu retombes sur une situation que tu as déjà rencontrée et que tu as noté dans ta petite feuille, tu peux t'y référer. Et en fait, il y a des gens qui les partagent leurs feuilles de triche et qu'en font des sites entiers, quoi. Donc en fait, quand tu tombes sur une techno, tu vas sur leur site et puis tu vois toutes les commandes qu'ils ont fait, là où ils sont passés, des petites notes en mode si vous tombez sur ça, faites ci et tout. Et c'est un super moyen de partager la connaissance. Donc ça, c'est indispensable. Les sites comme Hacker Recipes de Shutdown, qui est assez connu dans le milieu. Actrix, Payload All the Things, ça c'est vraiment des sites qui référencent en fait énormément de choses autour du hacking, des commandes et tout. Donc c'est hyper intéressant. Et un autre outil, donc encore Shutdown, c'est qui l'a fait, qui s'appelle Exegol. C'est l'équivalent de Kali Linux. Kali Linux c'est plus connu. C'est un système d'exploitation avec plein d'outils de hacking par défaut qui sont mis dedans. Et Exegol en fait c'est à peu près la même chose, mais c'est un conteneur Docker. Donc ça c'est un terme technique, mais en gros c'est une sorte de programme, on va dire, que tu lances. Et dans ce programme, il y a tous les outils nécessaires pour faire du hacking, quoi. Donc c'est mieux que Kali Linux, qui est un système d'exploitation entier. Ouais, parce que beaucoup plus simple en fait à mettre en place. Les outils sont dedans. Il y a pas Kali Linux, ça peut cracher, ça peut tomber en panne. En gros, c'est super chiant. Alors que Exegol, eh ben, tu le lances, t'as ton petit programme, t'as tout dedans. Tu peux créer par exemple, tu peux créer un petit conteneur par projet. Genre si tu as un projet à un endroit, un projet à un autre, tu peux créer des conteneurs différents. S'il y en a un qui tombe, l'autre il est bien. Tu peux mieux manipuler tes fichiers, les supprimer comme tu veux. Il y a beaucoup plus d'outils, c'est tenu à jour aussi un peu plus. Le système de commande est beaucoup mieux. Enfin, Exegol, c'est vraiment... C'est un outil Exegol parce que j'en ai Ouais, jamais entendu parler par contre. ouais, c'est un outil. C'est un outil qui est un petit peu en expansion là, le temps qu'il se fasse connaître, mais Ouais. il est reconnu déjà par tous ceux qui l'utilisent. Exegol, ouais, par Shutdown. Shutdown, c'est un quelqu'un qui était chez Capgemini et qui bah, le fondateur de Hacker Recipes, il fait beaucoup de conférences, etc. Et c'est lui qui a fait le tool. Mm. Donc c'est ça, bah voilà. Et sinon, bah il y a tous les outils qu'on utilise au quotidien en fonction de ce qu'on rencontre. Si on fait du web, si on est en train de pirater un site web, on n'utilisera pas les mêmes outils que si on est en train de pirater un réseau interne d'entreprise. Et on n'utilisera pas les mêmes outils si on fait une autre prestation. Donc en fait, chaque prestation a ses outils un petit peu typiques qu'on utilise au quotidien, quoi. D'accord. Et tout ça regroupé dans, par exemple, Exegol. D'accord. Par contre, Exegol, il me faut l'essayer parce que j'en ai jamais entendu parler jusqu'ici. Donc, je Ouais, suis un peu curieuse de savoir un peu comment ça fonctionne comparé à Kali Linux, quoi. ouais. Bah c'est un conteneur Docker, je sais pas si ça te parle. Ouais, ça me Docker. parle Docker, ouais. Ouais, bah c'est juste un conteneur Docker et tu peux créer plusieurs conteneurs et tout Ouais. et c'est juste ça en fait. Et après t'as un shell dans le conteneur et le shell c'est un shell super efficace qui peut l'autocomplétion elle est hyper efficace. T'as un historique, tu peux log toutes les commandes, tu peux les rejouer si jamais tu les as oubliées. C'est mieux organisé en fait et puis t'as Mm. vraiment tous les outils dedans quoi. Par contre ça pèse 50 gigas. 50? Ouais voilà, faut avoir de la place quoi. Ah ouais. Ouais, faut avoir de la place ouais. Ouais, c'est chaud. Mais ouais, c'est lourd de fou. Mais c'est lourd parce qu'il y a tous les outils quoi dedans en même temps. Mais est-ce qu'il faut l'installer à partir d'une VM et tout? Non? Pas forcément non. Ok. Bah l'objectif en général c'est que tu installes genre Linux, un Ubuntu, ou quelque chose comme ça, Mhm. et tu mets Exegol dedans et comme ça t'as ton Ubuntu et au lieu d'avoir Kali t'as Exegol dans ton Ubuntu et puis Ubuntu. voilà. Ok. Même c'est compatible avec Windows je crois mais c'est pas ouf. Ok. Je vois. Voilà. On va passer à l'autre question. Ouais. Quelle est la journée quotidienne d'un ethical hacker, par exemple? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Au quotidien c'est séparé entre ce qu'on appelle de la veille. De la veille c'est on va se documenter en fait. On va apprendre des trucs. On continue d'apprendre tout le temps en fait sur des sujets qu'on connaît pas forcément. On creuse, on fait des certifications. Il y a des certifications de sécurité offensive assez connues qui proposent des cours et on peut toujours s'améliorer en fait dans plein de domaines à travers ces certifications ou les plateformes comme Xbox.
Ça c'est la veille, je dirais. Et l'émission. Donc l'émission, c'est on pratique, on vient pratiquer ce qu'on a appris théoriquement, justement à travers les certifications ou les cours ou les recherches sur les articles et tout. Enfin bref, on vient pratiquer. Et on pratique, donc ça, c'est, on va dire, la moitié du mois, on fait des missions, l'autre moitié du mois, on fait de la veille. En gros, hein, ça dépend des gens, mais en gros, c'est ça. Et donc voilà, donc ça, c'est le quotidien, quoi. C'est apprendre et pratiquer. Ok. Il y a vraiment un mix 50-50. Du coup, pour rebondir concernant les certifications, quelles certifications vous pouvez conseiller à quelqu'un qui aimerait exercer dans le domaine ou bien à quelqu'un qui est déjà dans le domaine et qui aimerait bien passer des certifs pour s'auto-évaluer? Ouais, moi, je pense que là, ouais, il y a la fameuse OSCP de d'OffSec, qui est une certification très reconnue, etc. Mais je pense que en vrai, ce que je conseillerais en termes de ce qu'on y apprend vraiment et la mentalité et tout et Mm. enfin comment c'est organisé, c'est la CPTS de Hack the Box. En fait, tu vas faire 28 modules d'apprentissage sur Hack the Box Academy où tu lis des cours et tu pratiques un petit peu. Et après, tu vas passer une certification. Donc, c'est un examen de 10 jours où tu es vraiment en situation de pentest dans un environnement assez complexe. Et après, tu dois rédiger un rapport et après, tu as ta certification si tu as réussi. Et la CPTS est, de ce que j'entends autour de moi, des avis, des retours plus complètes en termes vraiment de connaissances que l'OSCP. Ok. Mais elle est beaucoup moins reconnue, pour l'instant en tout cas, Oui. dans le milieu. Mais en même temps, hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont, donc c'est un peu plus rare. Voilà, c'est, on va dire que le SCP, il y a des milliers de gens qui l'ont. La CPTS, je sais même pas s'il y a 1000 personnes qui l'ont, quoi. Mm. Donc il y a quand même un truc un peu plus rare. Ça peut se faire valoir en fait. Ça peut, c'est moins reconnu, mais ça a sa valeur, je pense. Mm. Ça va prendre de la valeur D'ici au cours quelques du années. temps. Ouais, voilà. Donc moi, je conseillerais vraiment la CPTS pour être honnête et pas l'OSCP pour commencer une certification de ce que je sais, des discussions que j'ai avec d'autres pen-testeurs, etc. Mm. Honnêtement, honnêtement, je conseillerais ça, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce H? Parce que j'entends aussi beaucoup parler de la certification CEH. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous conseillez à des personnes de passer cette certification ou bien elle est déjà obsolète? Ah, je sais pas. J'avoue, j'ai pas trop d'avis sur cette certif. Moi, c'est. Mais il y en a plein. Il y a même le JPT. Enfin, il y a plein de d'autres certifs. Hein. Mm. Mais j'ai pas forcément d'avis. Je connais pas exactement ce qu'elle propose, la difficulté qu'elle propose, etc. Mm. Et, juste pour revenir, vous avez dit votre journée typique, c'est de la veille, faire des recherches et des missions. Mais dans le cas des missions, c'est quoi, par exemple, un domaine d'activité pratique? Est-ce que vous, voilà, vous avez parlé de pentest également. Est-ce que vous faites des tests de pénétration? Est-ce que vous faites des séances de phishing? Voilà, ou bien, voilà, c'est quoi le Ouais. cadre spécifique? Bah justement, en fait, il y a plusieurs types de prestations dans le métier de pentester. Donc aussi en fonction du niveau du pentester. Ok, Quand on sera junior, on fera plus du test d'intrusion sur des sites web. ok, Donc, on essaiera de casser les contrôles d'accès, de rentrer dans des comptes, d'accéder au serveur. On essaiera de vraiment casser le site plus qu'on peut, quoi. mm, Donc ça, c'est vraiment essayer de connaître un petit peu ce domaine-là pour commencer. Ensuite, quand on grandira un peu dans le métier, on commencera à faire un petit peu des tests d'intrusion internes. C'est-à-dire qu'on ira chez le client, dans son entreprise, on se connectera au réseau. Et le but du jeu, c'est d'avoir un accès à l'entreprise et puis d'élever ses privilèges jusqu'à avoir un accès administrateur du réseau de l'entreprise et puis pouvoir un petit peu voilà profiter de cet accès pour essayer de voir ce qu'on peut choper comme information sensible, etc. Donc ça c'est super intéressant comme type de prestation. mhm, Et plus on grandira encore, donc dans le métier de pentester, au bout de 5 ans, 5 à 7 ans, t'es vraiment senior, t'es vraiment aguerri quoi. mm, Là tu peux commencer à faire des missions Red Team. Ce qu'on appelle Red Team, c'est justement donc là on vient à utiliser toutes les méthodes dans notre possession pour avoir accès à un objectif qu'on définit avec le client. En général, c'est la salle des serveurs, par exemple, ou avoir un accès administrateur, où on définit des objectifs. mhm. Et là, c'est là qu'on fera potentiellement du phishing, qu'on pourra s'introduire physiquement de jour ou de nuit dans son entreprise, qu'on pourra crocheter des serrures, qu'on pourra cloner des badges, qu'on pourra faire ensuite essayer de monter en privilège en faisant ce qu'on faisait pendant un test d'intrusion interne, mais
On a réussi à accéder par d'autres techniques. C'est-à-dire que dans ces instructions internes, le client nous dit bonjour, bienvenue, installez-vous. Dans un thread team, tu dois t'installer sans compter, sans que tu y sois invité, quoi. C'est tout le principe. C'est vraiment de se mettre dans la peau d'un attaquant Ah, qui ok. est pas invité, quoi. C'est pas autorisé, rien n'est autorisé. Et donc, tu dois utiliser toutes les méthodes. Donc, le phishing pour avoir un accès initial, par exemple, ou un VPN, ou un test d'intrusion physique pour avoir un accès au réseau. Il y a plein de méthodes. Tu peux montrer aussi comment t'as fait. Le but du jeu, c'est d'essayer de montrer qu'on peut y accéder de telle manière, ou de telle manière, ou de telle manière, d'essayer d'être un peu exhaustif. Et puis donc voilà, donc ça c'est les Red Teams, ça dure 2-3 mois, hein. C'est très long parce qu'il faut Wow. Ouais. grande phase de reconnaissance, puis une grande phase où on peut pas faire n'importe quoi parce qu'en fait, quand on sera dans le réseau du client, par exemple, il y a ce qu'on appelle des EDR. C'est des sortes d'antivirus hyper sophistiqués. Et chaque commande que l'attaquant fera sur un réseau, sur le réseau de l'entreprise, s'il a compromis une machine par exemple, il faut la discuter quoi, ensemble avec le groupe de pentesters avec qui tu bosses, pour chaque commande, chaque pas, chaque décision et discuter et tout pour pas faire n'importe quoi. Donc c'est long quoi. C'est-à-dire qu'avant de faire une commande, il faut que tout le monde soit d'accord et tout. Enfin c'est super long. Et c'est pour ça que ça dure 3 mois. Et donc moi j'en ai jamais fait, mais j'ai vu des collègues en faire. Hein. J'ai pas encore, donc j'ai un an et demi d'expérience. Je peux pas encore faire ça parce qu'en fait il faut être très bon dans quasi tout en fait. Donc c'est assez long. Mais voilà, ça a l'air fascinant en tout cas. C'est mission Red Team. Et voilà. Vous avez évoqué le phishing. C'est quoi le phishing pour ceux qui s'y connaissent pas forcément? Parce que ça, c'est un thème un peu technique, phishing. Ouais, bah le phishing, c'est le fait d'utiliser donc ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est manipuler en quelque sorte quelqu'un pour qu'il clique sur un lien. Donc il y a souvent ça, on voit souvent dans les mails des faux mails qui dit c'est votre livreur, machin truc, cliquez sur ce lien. Et le but du jeu, bah, c'est de pas cliquer sur le lien en fait, parce que si tu cliques dessus, souvent tu auras une fausse mire d'authentification qui te demandera de t'authentifier, par exemple, avec des identifiants de, je sais pas, moi, Google. Tu vas le faire, tu penses que c'est légitime, tu vas le faire, et en fait c'est l'attaquant qui va recevoir ces identifiants-là, et pas du tout Google quoi. Donc là tu t'es fait avoir quoi. Donc ça c'est ça du phishing, c'est du hameçonnage, c'est des gens qui font des campagnes comme ça. Où ils envoient plein de faux mails par exemple avec des liens frauduleux, ils vont essayer de récupérer vos identifiants comme ça. Et ça peut avoir plein d'aspects le phishing, ça peut être par les mails, par les SMS, ça peut être des faux points d'accès Wi-Fi, ça peut être via des messageries directement, des gens qui vous contactent en message privé, ça peut être tout ce qui est en la possession de quelqu'un pour vous manipuler, vous faire cliquer sur quelque chose quoi. D'accord, c'est clair. Samuel, en fait, quelles sont les erreurs les plus courantes que peut commettre un débutant dans le monde du ethical hacking, Les selon erreurs toi? les plus courantes, c'est d'aller trop vite dans le truc, c'est-à-dire il y a souvent eu ce terme, les scripts qui disent, c'est ceux qui utilisent les scripts faits sans les comprendre, sans comprendre ce qu'ils font quoi. Ils savent qu'il faut cliquer sur truc, mettre telle commande, et puis ils le font, ils comprennent rien ce qu'il fait, l'impact que ça a, ce que ça va vraiment chercher comme info. Et ça, juste s'arrêter là, c'est à mon avis, c'est l'erreur principale parce que tu as vite l'impression que tu fais des choses intéressantes alors que tu n'as rien compris à ce que tu faisais. Oui. Pour moi, l'erreur, c'est ça, c'est de faire ça et de pas aller chercher vraiment ce qui se passe derrière, quoi. À mon avis, un débutant, il faut qu'il aille pas à pas. Comme je disais sur Xbox, module par module, il comprend pas un langage, il va apprendre le langage. Il sait pas ce que c'est une injection SQL, par exemple, il va creuser ce que c'est une injection SQL, voir tous les cas possibles d'injection SQL. Ça, c'est une attaque classique, par exemple, souvent qu'on apprend quand on est débutant. Bah, c'est bien d'aller la comprendre, d'aller pratiquer. Je conseille aussi le site de Porswigger, Porswigger Web Academy. Je conseille ça pour apprendre le hacking de site web. Donc justement, si on comprend pas ce que c'est une injection SQL, on va sur Porswigger, on regarde le module injection SQL, on pratique, on regarde la théorie, et là on a bien compris quoi. Pas juste utiliser un outil comme SQLmap par exemple, si ça peut parler, à un outil automatique, tac, on le lance, on comprend rien quoi. Ça c'est l'erreur principale je pense. Et une fois que tu as cette mentalité là d'aller tout chercher, tout comprendre, c'est obligatoire que tu grimperas en niveau et que tu pourras faire plein de trucs parce que tu sauras t'adapter et tout. Donc
Donc, selon toi, en fait, l'erreur que commettent beaucoup de personnes, c'est de mettre un peu la charrue avant les bœufs, quoi. Ça veut dire le fait Exactement. de vouloir vite monter en compétence sans toutefois connaître les connaissances spécifiques des différents outils. C'est ça? Exactement. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce que toi, tu as eu à faire justement des erreurs? Quels sont tes échecs que tu as eu à faire quand tu débutais et quels sont ceux dont tu en étais fier? Euh, les échecs, bah, je pense que c'est ça, c'est d'avoir cru trop vite que j'étais OK, alors que il manquait plein de compétences. Mhm. Je me souviens, j'avais fait un entretien d'embauche au départ pour un stage. Et en fait, je m'étais renseigné vite fait. Bah, en fait, j'étais dans mon école d'ingénieur. Je me disais, bah, c'est bon, je suis ingénieur informatique, je connais des trucs. C'est ce que je faisais avant tous les entretiens pour les autres stages, quoi. Tu vois, on nous demandait pas forcément de savoir tant de choses que ça, quoi. Oui. On nous disait, on faisait confiance au diplôme et puis voilà. Sauf que dans le milieu du ethical hacking test, ça n'a rien à voir. Ils s'en foutent en fait de ce que ton diplôme quoi. Tu vois, ils vont te poser des questions hyper techniques Ouais. sur le hacking et voilà. Et il n'y a pas de genre tu t'es renseigné un peu et puis et puis c'est ok. Tu vois, faut vraiment avoir pratiqué en fait. Faut vraiment avoir fait des challenges. Faut vraiment s'y être confronté. Faut vraiment avoir beaucoup pratiqué, avoir beaucoup, bah surtout en fait, moi c'est ça la pratique, parce que quand tu pratiques, tu vas tomber face à des trucs, tu peux pas vraiment les apprendre autrement quoi. Mm. En pratiquant, et je pense que j'ai manqué de pratique au départ. J'ai pensé que ça suffisait de se renseigner vite fait, et je me suis pris un gros mur justement à cet entretien, et ça m'a un peu réveillé. Et Ouais. c'est là où j'ai compris que comment ça se passait en fait, que c'était pas au diplôme, c'était vraiment à la connaissance et à la pratique que t'avais. Mm. Donc j'ai pratiqué, j'ai essayé de pratiquer le plus que je pouvais. Ouais. C'est pas énorme, j'ai pas énormément pratiqué non plus quoi, mais j'ai pratiqué en fait, et je continue de pratiquer au quotidien et c'est ça qui fait que je pense que t'évolues en fait, que tu montes en compétences. Et je pense que c'est ça. Je suis content d'avoir par exemple réussi m'y être confronté aux ProLab, les ProLab d'Axebox par exemple, c'est pas évident, c'est un peu long. Oui. C'est en gros les ProLab, c'est un laboratoire d'expérimentation de hacking où ça simule vraiment un cas réel où tu es un attaquant, il y a un site web, tu rentres dans le site web il est dans un réseau et il faut littéralement devenir administrateur de tout le réseau et de toutes les machines et de tout, et il faut tout péter quoi. Mm. Et m'y être confronté, d'avoir essayé d'apprendre, d'avoir appris. Plus je l'ai fait avec des potes et tout, on se partageait des trucs, des tips quand on y était et tout. Enfin ça je trouve ça vachement cool. J'ai beaucoup appris en faisant ça quoi. Mm. Donc je dirais que c'est un peu lié. Les plus grands échecs, le plus grand échec c'est d'avoir cru que c'était ok d'apprendre comme ça sans Oui. pratiquer. Et le truc que je suis plus content, c'est Réussi. d'avoir réussi des choses concrètes un petit peu et puis voilà D'accord. de m'y être accroché quoi. Et il y a aussi le fait de participer. J'essaie de participer régulièrement aux conventions. Ça aussi c'est un truc assez spécifique, mais il y a des hackers des quatre coins de la France qui se regroupent généralement dans des conventions assez typiques. Genre je Mm. pense à Le Hack, qui est une convention à Paris, le Brest CTF, qui est une convention à Rennes, et puis plein d'autres. Et en fait, le fait d'y aller et de faire les CTF, qui sont des petits jeux de hacking qui se déroulent la nuit, et de rester toute la nuit et tout, Ah ouais. ça c'est des trucs, c'est vraiment pour les motiver quoi. C'est chaud Et ça. ouais, je suis content d'avoir fait ça, d'avoir rencontré des gens là-bas et tout, parce que fait, c'est un petit milieu et tu retrouves toujours les mêmes gens tout le temps, donc je pense que ça fait aussi partie du taf en fait, Oui. de faire partie de la communauté et d'aller voir un petit peu la communauté de temps en temps dans ces conventions-là. Même en termes de réseautage, c'est pas mal, je crois. Ouais, carrément, ouais. En D'accord. fait, je pense que tu peux enfin, c'est possible évidemment, mais tu te sens encore plus faire partie un petit peu de cette communauté. Tu te sens un peu plus légitime quand tu vas faire ces conventions parce que t'es un peu parmi les gens. Tu vois des gens beaucoup plus forts que toi, ça te motive et tout, donc Oui. Tu c'est fais hyper partie intéressant des ces élites, quoi. conventions-là. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord, c'est clair. Du coup, Samuel, en fait, aujourd'hui, c'est juste une question qui m'est venue comme ça. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, est-ce que Ouais. tu penses que l'IA, en fait, sera plus une brèche qui sera utilisée par des hackers pour plus... parce que le taux de cyberattaque augmente chaque année. Voilà, ça devient de plus en plus croissant. Tu me dis si je Ouais. me trompe, mais je pense que c'est le cas. Oui, oui. Et tu penses que l'IA, est-ce qu'il va favoriser cette croissance-là en termes d'attaque informatique? Ah, c'est intéressant. J'avais jamais, parce que je sais que l'IA, c'est un domaine que les hackers essayent de casser aussi, d'essayer de comprendre les failles qu'il peut y avoir dans les modèles de langage notamment. Hmm?
mais de réfléchir à est-ce que l'IA va favoriser les cyberattaques dans le sens où ça va aider les gens à faire des cyberattaques, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Après, l'IA, ça reste quand même un outil, évidemment. Ça va peut-être faciliter des choses, genre par exemple quand il s'agit de faire un script rapidement, ça va évidemment plus vite avec une IA. T'écris pas tout à la main, tu lui dis écris-moi un Oui. script en Python qui fait Oula. ça, bon voilà. Mais à mon avis, c'est limité à ça, hein. Genre vraiment, c'est juste limité en termes de rapidité d'exécution de trucs, mais l'IA, elle va pas apprendre forcément à quelqu'un à faire du hacking. À mon avis, c'est un tool parmi d'autres, quoi. Moi, je pense que même, je prends par exemple les cas des robots humanoïdes. Tu vois, les robots humanoïdes Ouais, qui seront de plus en plus implémentés dans la société. Tu vois, ouais, les attaquants peuvent se servir des robots humanoïdes pour faire du mal, pour perpétuer, je sais pas si tu vois un peu où je veux en venir. ouais. Mais ouais, mais à mon avis, là, on prend le cas de l'IA parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et tout, mais ça va pas ajouter quelque chose. Pour moi, c'est juste un autre, une autre surface d'attaque, Mm, mais qui est pas plus dangereuse que n'importe quoi et qui est pas plus. Ok, c'est pas plus dangereux, je pense. mm, C'est dans tous les cas, si tu veux vraiment faire du mal, tu peux faire du mal. mm. Pas besoin de l'IA, quoi. L'IA, c'est juste un outil pour moi. D'accord. Je sais pas, les drones, évidemment, il y a le cas des drones, par exemple, qui a reconnaissance d'image, qui permettent d'être super précis pendant les attaques, tu vois. Mm, Genre ce cas-là. Évidemment, si les drones se font pirater, bon bah, ça donne à l'attaquant beaucoup de pouvoir. En fait, c'est peut-être ça que tu veux dire. C'est genre si un attaquant bah, pirate une IA qui a beaucoup de pouvoir de destruction, ça donne beaucoup de pouvoir bah oui. à l'attaquant. Ouais, ouais. Bah oui, mais là, du coup, c'est plus un problème des armes qu'on crée et puis voilà. Mais je pense que dans tous les cas, ça aurait été dangereux Mm, qu'il y ait du hacking ou pas, quoi. Quelqu'un qui détourne le truc, ou une action politique, ou je pense pas qu'il y ait... Non, je pense pas que c'est vraiment le lien, quoi. d'accord. Je pense que c'est des domaines un peu séparés. D'accord, Mais ça marche. ouais. Du coup, Samuel, moi, je vais rebondir sur une autre question. On va parler de rémunération. Je pense que c'est un point qui intéresse énormément les gens. Est-ce que Ouais. bah, le secteur de pentester est un secteur bien rémunéré en termes de salaire et en termes même d'avantages des offres, que ce soit en France ou bien partout dans le monde? Ouais. Ouais, c'est pas mal rémunéré, ouais. C'est on va dire quand tu commences dans le secteur, t'es généralement entre 40 et 50 000 euros bruts par an. Mhm. Donc c'est ça. Et en fait après ça monte assez vite en fonction de tes compétences. Donc ça c'est vraiment quand tu commences, quoi, quand t'es en junior dans le milieu. Et plus tu montes en compétences, plus tu deviens confirmé, senior dans le milieu. Donc au bout de 5 7 ans, tu peux vraiment monter à des salaires entre 60 70 000 euros bruts par an. Donc ça commence à être pas mal, quoi. Donc c'est plutôt agréable. En général c'est ça, ouais, c'est les fourchettes, ouais. D'accord. Mais est-ce que Entre, ouais. en termes de réglementation et tout, est-ce que bon là c'est pour les hackers éthiques, on est d'accord? Ouais, oui, bien sûr. Parce que ceux qui font un peu dans ce qui n'est pas éthique, c'est plus élevé, je pense. Mais on parle pas de salaire dans ce cas. On parle de quoi du coup? Pas de, on parle de, bah c'est comme, je sais pas, c'est comme ceux qui vendent de la drogue. Je sais pas si on peut vraiment parler de salaire, tu vois. Ah ok, ouais, j'avoue. C'est du noir, c'est l'illégal total, quoi. Là, on n'est pas, enfin, on dit hacker, mais on est enfin, c'est pen tester, quoi. C'est, Mm, tu vois, mm. il y a pas vraiment il y a aucune action illégale, donc c'est vraiment deux métiers complètement séparés. Les hackers qui font ça de manière illégale, il n'y a pas du tout de, c'est pas du tout, il y a pas de métier, il y a pas de, c'est juste qu'ils pètent des sites, ils revendent des données illégalement sur des sites et puis ils se font de l'argent comme ça, hein. Ils essaient de le blanchir après, peut-être, j'en sais rien. C'est vraiment une action complètement illégale. Nous, Mm. c'est vraiment un métier, Oui. un métier où on est complètement en lien avec le client, on est complètement d'accord, on signe des papiers, il nous donne un périmètre, on respecte le périmètre. On va pas plus loin, on l'appelle dès qu'on veut faire un truc un peu chelou ou dès que on pense qu'il y a un risque pour son infrastructure. On l'appelle dès qu'on trouve une vulnérabilité. En fait, le but c'est juste de se mettre à la place d'un attaquant et de connaître tout ce que font les hackers malveillants pour pouvoir prévenir justement ces hackers de faire ce qu'ils veulent faire, quoi. Genre en gros, on doit être en mesure de savoir, peut-être même mieux que la plupart des hackers malveillants, toutes les techniques possibles
Mm. pour éviter qu'une entreprise se fasse pirater. Mais il y a beaucoup de hackers malveillants qui connaissent enfin pas grand-chose et qui sont pas très très forts en hacking. Hein. Ils font, Ah ouais? ils, en fait, ouais, ils font ce que je veux dire, c'est qu'ils vont chercher, par exemple, il y a des sites comme Shodan, c'est une référence, donc c'est un site qui scanne tout Internet, par exemple, et donc comme le Shodan scanne tout Internet, tu peux rapidement aller choper l'info que tu veux. Par exemple, ils savent qu'il y a une nouvelle vulnérabilité connue là qui est sortie récemment et tout. Il y a beaucoup de sites qui seront pas à jour et beaucoup de sites qui seront pas patchés et qui seront pas safe. Ils vont sur Shodan, qui est une énorme base de données avec tous les sites d'internet, et ils filtrent tous les sites qui ont ce service-là précisément vulnérable. Tu vois, ils vont essayer de savoir tous les sites, donc ouais, qui ont la version vulnérable et tout quoi. Donc là, ils regardent, il y a genre, je sais pas, 100 sites par exemple, et il y a un exploit, donc un programme qui va exploiter la vulnérabilité qui est sortie, qui est pas du tout de eux, hein, qui chope sur Internet. Et puis ils vont tenter l'exploit sur le site 1, sur le site 2, sur le site 3. Ils voient ce qu'ils répondent. Mm. Si le 1 et le 2 répondent pas et le 3 répondent, bah ils vont se concentrer sur le 3. Ils vont essayer de choper des données, puis de les revendre comme ils peuvent, et puis voilà quoi. Ça peut être, je dis pas que tous les attaquants font ça et tout, mais ça peut être Ouais, un ça peut être une scénario. technique, ouais. Il y a quelqu'un sur un forum qui a peut-être vendu des données un jour qui a fait ça, tu vois, juste ça. Mm. Pas de contournement, d'antivirus, des trucs un peu techniques et tout. Il y en a hein, qui sont hyper techniques, j'en suis sûr et certain, mais il y en a aussi beaucoup qui font juste ça comme ça, ou en faisant du D'accord. phishing, ou plus de l'ingénierie sociale, qui n'ont pas beaucoup de compétences techniques, mais qui envoient des mails à la bonne personne au bon moment, qui récupèrent une Oui, info sensible. oui, oui. Tu vois, ça demande pas non plus. Ouais, ouais, j'avoue, j'avoue, Et j'avoue. le but d'un pentester, c'est d'avoir un peu la connaissance sur tout, très large, à la fois les trucs un peu faciles, comme les trucs vraiment très techniques et très durs, pour pouvoir être assez exhaustif, tu vois, si tu tombes sur un attaquant très fort ou un attaquant moins fort, essayer de simuler tous les scénarios réels, tu vois, pour péter le système de l'entreprise, quoi. Mm. Donc Et du coup, c'est un métier, ouais. est-ce que tu as parlé de beaucoup de plateformes. Est-ce que tu peux faire un récapitulatif en fait des plateformes qui peuvent être intéressantes, voilà, pour quelqu'un qui aimerait bien apprendre le hacking éthique, quoi. Ouais. Je pense que pour commencer, il faut aller sur TryHackMe. Ok? Donc TryHackMe, voilà, pour commencer. Et après, aller sur Xbox. Une Ok? fois que tu as commencé à faire des modules TryHackMe, aller sur Xbox. Et si tu veux te spécialiser par exemple, dans le test d'intrusion web ou apprendre en test d'intrusion web, Portswigger Academy. Voilà, donc c'est les trois grands sites, je dirais TryHackMe, Hack et Portswigger Academy. Ok. Les trois sites clés, quoi, pour moi. Ok. D'accord. C'est noté. En termes de loi et de réglementation, est-ce que vous aussi vous êtes confronté à ça, vu que le monde du hacking, c'est un peu compliqué, c'est un peu, voilà. Est-ce que vous êtes confronté, pardon, à certains RGPD, certaines lois à appliquer ou bien à faire attention lorsque vous faites votre activité ou pas? Ouais, il faut absolument pas divulguer de données sensibles à un site sur internet, par exemple, je sais pas moi, on trouve un morceau de code ou un morceau avec des identifiants sensibles ou quelque chose qui est encodé en j'en sais rien et on veut le décoder sur un site en ligne qui propose de décoder ce format-là par exemple. Bah ça faut absolument pas le faire parce que du coup le site en ligne il va récupérer les infos potentiellement du client et on sait pas ce qu'il en fait et tout donc ou ChatGPT. Je Mm. sais pas, on trouve un code du client, on le fout à ChatGPT, on demande qu'est-ce que c'est que ça. Bah là finalement ce qu'on a fait c'est qu'on a quand même divulgué peut-être une info sensible à ChatGPT. Donc ça c'est des choses à absolument faire attention quand on est en prestation, c'est de pas mettre des informations du client sur internet bêtement comme ça alors qu'on croit bien faire, hein. On Mm. croit qu'on est en train de travailler, on est sur ChatGPT et tout, mais en fait on se rend pas compte qu'on vient peut-être de divulguer une donnée sensible à ce Ok. moment-là quoi. Et on sait pas en plus ChatGPT il s'entraîne en permanence sur les entrées qu'on lui donne donc ça se trouve ça va fuiter d'une manière ou d'une autre à un moment Oui. donc en fait faut faire attention à ce qu'on fait à ce niveau-là au niveau RGPD et sinon, ouais, voilà, faire attention parce qu'en fait, on manipule des données sensibles, on trouve des failles et tout, donc faut pas que les failles se retrouvent exposées, faut pas que quelqu'un tombe sur les rapports qu'on fait, Oui. faut pas qu'on mette de données sensibles sur un site web. Enfin, voilà. D'accord. Je vois. C'est bon à savoir en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Alors Samuel, je vais passer à la dernière question. Voilà, qui est une question très basique. À partir de ton expérience, quel conseil tu peux donner
à quelqu'un qui soit veut se lancer dans le domaine ou bien qui est déjà dans le domaine? Quel conseil? Ouais, peut-être qu'on en a déjà un peu parlé, mais ça, c'est de creuser, de pas de pas voir les choses en surface, de creuser un petit peu ce qu'on apprend et d'y aller étape par étape, pas à pas, sans aller trop vite, et d'aller sur les bonnes plateformes, de tenter de faire des certifications, d'aller aux conférences, Mm, de rentrer vraiment dans le milieu. C'est pas un milieu qu'on peut aborder, à mon avis, en surface. Il faut vraiment être passionné, je pense, pour être dedans, quoi. mm, Faut prendre du temps, faut prendre du temps libre. Faut que le temps libre, on le passe des fois à travailler, quoi. En fait, d'une certaine manière. Faut que mm, ce soit quelque chose, voilà, qui est de la passion. mm. Je Ok. pense que c'est super important, ouais, d'être passionné. On peut pas aborder ce sujet sinon, quoi. Mm, Parce que ça d'accord. demande beaucoup de travail et d'apprentissage personnel, en fait, c'est ça le truc. Et en permanence. Donc si on peut pas se reposer sur un acquis ou voilà. Mm, Donc d'être passionné, je dirais. d'accord. C'est clair. Merci Samuel pour ta disponibilité. On arrive à Ah, la merci à fin toi. de cette interview. Je te remercie. Au plaisir pour une prochaine fois, si bien évidemment tu as encore du temps. Voilà. Est-ce Ouais. que tu souhaiterais donner un mot de fin ou pas forcément? Non, non, c'est ok. Bah c'était une très bonne interview. Puis voilà. Tu vas la partager sur ta chaîne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Bah super. Bah j'irai voir ça. J'irai mettre un petit pouce bleu. D'accord, ça marche.